Il y a une seule phrase, que Marie-Antoinette Mobutu répétait à ceux qui travaillaient avec elle. Aidons les pauvres, car nous l'étions aussi. C'est ça sa devise personnelle, documentée, vérifiée. Et si tu t'arrêtes dessus une seconde, tu réalises que ce n'est pas une phrase des premières dames, ce n'est pas une phrase des palais, c'est une phrase de quelqu'un qui se souvient d'où elle vient et qui a décidé de ne pas oublier. Dans l'épisode précédent, on a parlé de qui elle était à l'intérieur des palais. La femme qui osait dire non à Mobutu, le seul contrepoids moral du maréchal dans un régime où tout le monde tremblait. Si tu n'as pas encore vu cet épisode, les liens sont dans la description, ça va t'aider à comprendre ce qui suit. Aujourd'hui, on sort des palais. Parce que pendant 22 ans, où Marie-Antoinette a été première dame au Zaïre, elle a construit quelque chose de concret, des nationales, des réels, une fondation, des centres, des orphelinats, des programmes pour les femmes, les aveugles, les handicapés, les filles mères et une cité entière à Kinshasa qui porte encore son nom. Et pourtant, presque personne n'en parle. La question de cet épisode est simple. Qu'est-ce qu'elle a vraiment construit? Pourquoi cette partie de son histoire a-t-elle presque entièrement disparu? Novembre 1965. Mobutu prend les pouvoirs par coup d'État. Marie-Antoinette devient première dame du Zaïre du jour au lendemain. Elle a 24 ans. Elle a déjà 4 enfants. Les pays dans lesquels elle devient première dame est l'un des plus riches du continent en ressources naturelles et l'un des plus pauvres en infrastructures sociales. Les femmes en dehors de Kinshasa n'ont presque aucun accès aux soins, presque aucun accès à l'éducation professionnelle, presque aucune protection juridique réelle. Ce contexte-là est important parce que Marie-Antoinette va passer les 12 années suivantes à construire des réponses concrètes à ces problèmes concrets. Pas des discours, des structures. Elle est faite avec quelque chose de rare dans ces régimes, une vraie indépendance des caractères, une capacité à tenir tête, une boussole personnelle que le pouvoir n'a pas effacée. La devise qu'elle choisit du tout est dans les pauvres car nous l'étions aussi. Elle ne dit pas aidons les pauvres parce que c'est notre devoir. Elle dit parce que nous l'étions. Nous, moi aussi, je me souviens. La fondation n'est née pas en un jour. Elle s'est construite par étapes sur plus d'une décennie. La première structure identifiée s'appelle les œuvres Maman Mobutu. Elles sont créées officiellement par décision du bureau politique du MPR, le parti unique de Mobutu. Le 30 décembre 1974, à ce moment-là, elles remplacent les départements des affaires sociales du MPR. Ce n'est pas anodin. Les sociales du parti passent sous tutelle de la première dame. C'est un transfert des responsabilités réelles. 5 ans plus tard, en 1979, après la mort de Marie-Antoinette, une ordonnance présidentielle officialise rétrospectivement l'ensemble sous le nom de Fondation Maman Mobutu Sese Seko. Et en 1986, une deuxième ordonnance précise quelque chose d'important. Elle qualifie la fondation d'œuvre personnelle de la défunte Marie-Antoinette. Mobutu lui-même, par décret, reconnaît que ce qu'elle a construit lui appartenait à elle, pas au régime, à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle avait construit concrètement? Plusieurs structures vérifiées dans les archives disponibles, les centres féminins Marie-Antoinette à Kinshasa, un centre de formation et d'autonomisation pour les femmes, il existe toujours. Il a été réhabilité en 2021-2023. Les centres de Mbandaka, avec même vocation dans l'ouest du pays, des orphelins à Kisangani, à Bamanya, un programme appelé Kusaidia, qui signifie aider en swahili, dédié aux filles mères et leur réinsertion, un institut national pour aveugles, les structures pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées et une cité Maman Mobutu à Mongafula. 740 villas, l'un des quartiers résidentiels les plus importants à Kinshasa. 740 villas, un quartier entier construit sous son impulsion. Et il y a cette voix anonyme, une femme zaïroise de l'époque qui raconte simplement des années plus tard, nous l'aimions beaucoup. Maman Cessé avait créé un foyer social
Elle voulait travailler sur l'émancipation de la femme, la récupération et la réinsertion des filles mères. La fondation dispensait des cours pour découpe et couture. C'est petit en apparence et c'est exactement ça l'essentiel. Parce qu'une femme qui apprend à coudre dans les Zaïre dans les années 1970, c'est une femme qui peut vendre, qui peut nourrir ses enfants seule, qui n'est plus entièrement dépendante d'un homme. Dans ces contextes, ce n'est pas de la charité, c'est de l'émancipation économique concrète. Et c'est là que l'histoire devient plus complexe, parce qu'on est en train de parler d'une fondation sociale sincère, construite à l'intérieur de l'un des régimes les plus kleptocratiques de l'histoire africaine. Mobutu siphonnait une part considérable du budget national pour son usage personnel. Les estimations parlent de plusieurs milliards de dollars sur 3 décennies. Les pays s'appauvrissaient pendant que les palais s'enrichissaient. Et pendant ces temps, dans ce même système, Marie-Antoinette construisait des orphelinats. La question que personne dans les sources congolaises disponibles ne pose jamais directement est celle-ci. D'où venait l'argent de la fondation? Les documents officiels parlent de moyens propres, modestes. Mais modestes comment? Financés par qui? L'État zaïrois? La présidence directement? Des fonds publics réorientés? Aucun bilan financier de la période 1965-1977 n'est accessible au public. Cette frontière-là n'est jamais franchie dans les archives disponibles. Et ce silence autour du financement n'est probablement pas un oubli. Ces paradoxes est réel et il faut les nommer. Une femme construisait quelque chose de sincère à l'intérieur d'un système de destruction et nous n'avons pas à ces jours les moyens de démêler complètement l'un de l'autre. Il y a un deuxième problème. Après 1977, après sa mort, la fondation continue d'exister institutionnellement, mais quelque chose change. Les structures, ces concessions, ces biens deviennent progressivement l'objet des conflits. En 2010, un secrétaire général du ministère des Affaires sociales ordonne les démembrements de la fondation. Les mots est choisi, pas la dissolution, pas la réforme, les démembrements. En 2022, le tribunal des grandes instances de Kinshasa condamne l'État congolais à restituer une concession appartenant à la fondation, un terrain à Kalamo, titre des propriétés enregistrées au nom de la fondation. L'État occupait ces terrains, il a été condamné à partir et selon les sources disponibles, il conteste encore cette décision. En 2023, un officier militaire est accusé d'avoir tenté de s'approprier une concession de la fondation à Goma, à Bandaka. D'autres ponctions sont documentées.